Dieudonné Mbala, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, cela fait plusieurs fois que nous nous rencontrons à l'occasion d'entretiens et puis, entre autres, bien sûr, je souhaiterais cette fois-ci aborder, parler de l'actualité cinématographique et parler aussi de votre projet de réalisation du Code Noir. Ah, effectivement, en ce moment c'est un peu dans l'actualité, dans mon actualité, je prépare deux films. Alors un premier film, une comédie que je vais commencer en France, mais avec des acteurs iraniens, dans quelques semaines maintenant. Et puis le Code Noir, donc là qui est le gros projet, un film historique, 18e siècle, d'époque, et là qui sera tourné 800% en Iran. C'est assez particulier quand même parce que là, il est question du Code Noir et nous savons très très bien ce que c'est comme sujet et ô combien important, mais qui va quand même être tourné en Iran. Mais pourquoi en Iran, dis-donc? Alors pourquoi je vais travailler avec mes amis iraniens? Moi je suis un artiste français au départ, j'ai commencé dans la banlieue parisienne à faire rire les gens et puis à un moment donné j'ai vécu la censure. Je me suis intéressé évidemment et tout naturellement à la condition du peuple aujourd'hui et la situation qui se passe en Palestine. J'ai fait un sketch sur un colon israélien. Et là, le lobby sioniste, le lobby israélien en France, eh bien, m'a censuré, m'a écarté de la tribune. Puis alors là, j'ai commencé à rencontrer d'autres artistes, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai voyagé énormément. Et je me suis rendu en Iran. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des cinéastes là-bas. J'ai assisté au festival du court-métrage, aussi du long-métrage. J'ai vu beaucoup de films, des dizaines de courts-métrages. J'ai moi-même participé, j'étais dans le jury. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien, qui pour moi était déjà la voix de la résistance dans le monde. Mais après, le fait de l'avoir rencontré, ça m'a convaincu évidemment qu'il y avait des hommes comme ça dans une génération qui était portée par un projet et puis une force et une puissance que beaucoup n'ont pas. Et bon, il s'agit comme ça, voilà, de l'histoire de chaque génération. Moi, j'ai eu cette chance de rencontrer cet homme, qui est un homme pour moi qui va compter dans l'histoire de son époque, quoi, parce qu'il a une vision, à mon avis, assez éclairée de ce qu'est la société, le monde dans lequel nous vivons. Et des discussions avec lui sur le cinéma et la culture, l'art étant évidemment, et la culture, et le cinéma, plus précisément, étant également un outil de communication indispensable, nous avons décidé, et je suis très content d'avoir eu sa confiance, de démarrer un programme de production avec plusieurs projets de films. Donc là, je commence doucement dans ce que je sais faire, c'est là une comédie, et puis il y aura le Code Noir ensuite. Donc il faut simplement savoir qu'en fait, dans le monde, il y a un cinéma qui est le cinéma américain, hollywoodien, l'hollywoodisme, une sorte de religion comme ça, où l'arabe, le musulman est vu aujourd'hui comme un terroriste, le russe, c'était hier, était vu comme une menace planétaire, et le noir comme un singe stupide. Donc je pense qu'il est important que les autres populations, qu'il y ait un contre-courant à ce cinéma. Le noir comme un singe stupide, mais avec à la tête de ce fameux pays un président que l'on dit noir aujourd'hui. Oui, alors là, après le braquage du 11 septembre, il fallait effectivement que, pour redorer le blason des États-Unis, qu'il y ait, sur le plan politique, un changement visuel évident. Alors l'idée du nègre de président, ça fait partie, depuis toujours aux États-Unis, il y a toujours eu le nègre de maison, si vous voulez, celui qui va faire les choses de manière plus docile, c'est-à-dire qu'il va obéir, il est très servile, et puis surtout, il n'est noir que de peau. Et il est important, je pense, de constater que non seulement, évidemment, Obama est un imposteur à tous les niveaux, et notamment au niveau de son africanité. Il est le premier président américain à bombarder l'Afrique. Il bombarde actuellement l'Afrique. Alors, on l'a vu avec ce soutien aussi, il essaye de monter ses réseaux en Afrique. Bon, ça, à la limite, sur le terrain politique, économique, on peut le comprendre, mais de là à envoyer des porte-avions et des avions pour bombarder le continent africain, je pense qu'il nous prouve là qu'il n'est noir que de peau et que
au fond, il est un sioniste à la solde aujourd'hui d'Israël. Il suffit de voir, de toute façon, tout son environnement, cette haine qu'il a su véhiculer aussi vis-à-vis de l'Iran. Il est certainement tenaille. Moi, je pense que le panache d'Obama, il est arrivé là parce qu'il était noir et parce qu'il fallait changer l'image des États-Unis. Obama est arrivé comme ça, par miracle. D'où vient-il? C'est un homme qui travaillait à la CIA et qui, à un moment donné, eh bien, a été imposé par le système pour simplement changer l'image des États-Unis. D'où vient tout cet argent, si ce n'est évidemment d'un lobby très puissant qui avait besoin, voilà, de changer l'image des États-Unis et d'installer un homme extrêmement docile, extrêmement serviable. C'est ce que Obama fait aujourd'hui. Il le prouve en bombardant l'Afrique, mais également en agressant et en continuant d'agresser les autres pays de la planète, et notamment l'Iran, qui est un pays digne, qui est le pays de la révolution, qui est le pays de la révolution planétaire. Parce que ce qui s'est passé avec Khomeini dans les années 70, c'est ni plus ni moins ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Maghreb. Vous l'avez vu en Tunisie, en Égypte, un peu partout. Les choses bougent au Yémen, au Bahreïn. Je ne mettrai pas la Libye dans le même sac parce que il semblerait que là-bas il y a une grande manipulation en Libye. Et la Côte d'Ivoire alors? Et la Côte d'Ivoire, vous savez, je ne me suis pas caché de toute façon spontanément d'un soutien instantané au président Laurent Gbagbo parce que je trouvais impossible, inconcevable que la France intervienne dans les affaires intérieures de l'Afrique. Et cette ingérence qu'on a vu évidemment en Côte d'Ivoire, insupportable, elle continue aujourd'hui avec le bombardement de la Libye et de l'aide qu'elle apporte systématiquement à la déstabilisation, notamment en Syrie, où on voit bien qu'il y a là une volonté de casser un élan de résistance internationale contre les intérêts américano-sionistes. Mais c'est impossible. Regardez ce qui se passe en Égypte, les choses évoluent, l'Afrique s'émancipe, les choses changent et je suis persuadé que de victoire en victoire, nous irons bientôt vers un grand changement. D'accord, Thilo, mais revenons quand même sur le projet Le Code Noir. Hein. Je souhaiterais savoir quand même aujourd'hui où est-ce que vous en êtes par rapport à ce projet. Alors, le projet du Code Noir, c'est un projet qui a été un projet charnière pour moi parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de m'engager de manière un peu plus active dans le champ politique, puisque je me suis aperçu qu'effectivement la question de la mémoire de cette période-là, en tout cas, était confisquée et était aujourd'hui, enfin niée carrément, puisqu'on ne pouvait pas en parler. Il n'y avait aucun film réalisé sur cette période-là. Lorsque je me suis rendu au CNC, on m'a dit faites un documentaire. Pourquoi pas un film d'animation? On voit bien qu'on est dans le déni en fait d'histoire, déni historique sur une des périodes qui a permis à la France et aux grandes familles françaises de s'enrichir. Pas que françaises bien évidemment, puisque et les Rothschild et les grandes banques internationales ont su retirer profit bien évidemment de ce commerce lucratif et légal à l'époque, il faut quand même le préciser. Et donc le Code Noir étant le sujet qui, moi, me paraissait le sujet le plus habile pour pouvoir aborder cette question-là. C'est la législation qui, à un moment donné, l'intellect humain d'une société des Lumières se dit, à un moment donné, bon, il faut poser les bases, alors on n'est pas encore dans cette philosophie des Lumières, mais elle va en profiter d'ailleurs, de toute façon. Et on est dans le préambule de ce que sera en fait le droit international. Il s'écrit en même temps, enfin il s'écrit sur les bases et sur les fondements d'un code noir. Où commence et où s'arrête l'humanité? Eh bien, à l'homme noir. C'est-à-dire l'homme noir étant, ne faisant pas partie de cette humanité. C'est un bien meuble que l'on peut exploiter comme une vache ou un chien, enfin encore un animal domestique, encore un chien. Pour exploiter un chien, c'est encore un petit peu compliqué, quoique il y a encore les chiens policiers. C'est vachement important de vous entendre dire ce que vous êtes en train de dire, parce que je voudrais m'attarder sur quelques remarques qui nous sont parvenues, que je souhaite partager avec vous. C'est-à-dire que des informations par moment qui nous sont arrivées comme ça, selon lesquelles des gens qui pensent que voilà, Dieudo est plus proche des Arabes, plus proche des Blancs, et n'est véritablement pas très très proche des Noirs, et ne se rapproche des Noirs que quand il veut faire un coup médiatique. Est-ce que c'est le cas, Dieudo? Dieudo est noir, donc je veux dire, vous savez, les Noirs, ça va, c'est
Bien évidemment, je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala, Mane Wondo, Madame Boratanga Mbala, les Antillais, les Africains et les Camerounais notamment, évidemment, reconnaîtront et sauront qu'est-ce que je suis en train de dire. Je suis d'une famille camerounaise, je suis d'une famille Betty. Et Wondo. Et Wondo, Mane Wondo, Boratanga Mbala. Je suis vraiment l'enfant de cette tribu. Je suis un seigneur de la forêt, comme on nous appelle, et donc je n'ai pas à prouver à quiconque mon africanité. Il suffit de voir aujourd'hui tous ces politiques africains qui continuent à collaborer, à piller notre continent. On ne va pas quand même m'en vouloir à moi de temps en temps. Je me dis, je pense qu'il est important de se détourner de l'Occident pour aller chercher en Orient, mais aussi en Amérique du Sud, aussi en Chine, on va dire des points de vue et des relations sociologiques qui me paraissent plus naturelles. La relation que la France, par exemple, entretient avec l'Afrique est une relation qui est contre nature. Elle est basée sur une relation de dominant à dominé, ce qui n'est pas dans la logique des événements naturel, de la nature, quoi, des éléments. Il s'est passé un traumatisme qui fait qu'aujourd'hui encore, lorsque l'on entend Sarkozy, il n'est pas possible d'envisager un avenir commun. Donc je pense que la révolution iranienne est la révolution la plus intéressante. Et c'est celle que je voudrais importer, moi, évidemment, en Afrique. Dire, voilà, prenons exemple, non pas sur des présidents de républiques type des républiques occidentales, ça n'est pas un exemple démocratique. C'est un exemple de vaseline pour mieux piller le continent africain. Il vaut mieux s'inspirer de personnages comme Mahmoud Ahmadinejad ou Hugo Chavez aujourd'hui, qui sont des personnages contemporains, vivants, qui ont des responsabilités et qui veulent et qui aiment l'Afrique, et qui veulent aider les Africains. Donc je pense qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique-là, avec le Hezbollah, le Hamas, de fiers combattants. Les Africains doivent se réveiller plus fiers, plus dignes. Alors pour ceux qui disent que Dieudonné, des fois, il est plutôt prêt... Vous savez, ce jeu de la division ne sert que les intérêts du sionisme. Ce petit coq qui est là dans un coin, qui attend que tout le monde s'entretue pour pouvoir arriver et manger les miettes de ce qui va rester. Donc je crois que très important qu'il faut plutôt s'unir. Et évidemment, quand Dieudonné il s'intéresse aux Blancs, évidemment, nous avons un destin commun, c'est combattre Satan, le mal absolu sur cette planète. Et le mal absolu, il a un nom, ça s'appelle le sionisme. C'est lui qui a organisé le commerce triangulaire. C'est cet état d'esprit qui a organisé la colonisation. C'est toujours le profit. Réussir à corrompre une partie de l'opinion d'une population, d'installer à la tête d'une population des gens corrompus, des gens manipulables, et puis profiter en fait des matières premières de ces pays, et puis organiser la pagaille, le chaos. C'est ce qui s'est passé avec la colonisation, et tous les Africains le savent bien. Les frontières ont été tracées. Pourquoi? Comment? Dans quel intérêt? Ça n'existe pas. Moi, je suis un homme Betty. Ma tribu, elle existait bien avant l'arrivée, évidemment, des Occidentaux et des Blancs. Donc, il est clair qu'il est important de se retrouver et surtout de trouver des alliés aujourd'hui sur la planète qui se battent dans l'intérêt de la justice. Certains appellent ça Dieu. Pour les non-croyants, ils appellent ça la justice. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des fiers combattants. Ils sont, pour la plupart, formés aujourd'hui en Iran, formés au Liban, formés à Caracas, mais aussi une partie en Europe qui commence à se réveiller, mais en Russie, en Chine. Eh bien, il faut que tous ces gens-là, aujourd'hui, se rassemblent. On l'a vu aussi avec la résistance ivoirienne, qui est un exemple de fierté aussi. Vous avez remarqué, et ça j'aime bien le noter, comment Laurent Gbagbo a été arrêté et les images qui ont été diffusées de son arrestation. Des images assez humiliantes pour un chef d'État. Et pourtant, elles ont été reprises abondamment sur tous les plateaux télé ici en France, tous les grands médias, dans les grandes chaînes d'information, nous ont montré Laurent Gbagbo en sous-vêtements, en train de s'éponger sous les aisselles. Et paradoxalement, il y a eu Dominique Strauss-Kahn, le futur président de la France, qui lui s'est fait arrêter. Alors on lui a mis des menottes, et là c'était un scandale, parce qu'il y avait une présomption d'innocence
qu'il fallait absolument respecter. Est-ce que M. Gbagbo a eu cette chance d'avoir la présomption d'innocence? Oui. Il n'a pas été jugé, mais il avait été jugé par l'argent, par la finance internationale israélienne, qui a décidé à un moment donné de l'éjecter. Et donc qui s'est payé toujours les mêmes marionnettes, Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, voilà, un peu de fric là-dessus, et ils ont organisé ce qui n'est pas la justice. Il appartenait à l'Afrique et aux Africains, et à l'Union africaine d'organiser cela. Et je pense que l'Afrique du Sud a joué un rôle très important. C'est dommage, cette incapacité à pouvoir taper le poing sur la table de M. Zuma. Mais j'aurais aimé un homme plus de panache. Il nous fallait en Afrique un Mahmoud Ahmadinejad. Voilà. Il n'existe pas encore. Il va arriver. Et pour cela, ou un Chavez. Voilà. Où sont-ils? Pensez-vous, parce que quand on parlait vous avez fait allusion tout à l'heure à l'Union africaine qui est incapable d'assurer une crise, de participer à gérer une crise africaine. Pensez-vous qu'en face de l'Union africaine, ils en ont les moyens? Est-ce que l'Union africaine a les moyens de pouvoir... Nous avons les moyens d'avoir des missiles intercontinentaux qui touchent l'Europe. Nous avons des moyens. Si l'Europe nous touche, nous touchons l'Europe. C'est comme ça qu'il faut parler. Je ne vois pas en quoi et comment vous pouvez discuter avec des gens qui vous frappent. Ce que l'OTAN est en train de faire et ce que l'Union européenne est en train de faire à l'Afrique, c'est ce qu'elle fait depuis 400 ans. Elle continue à humilier, à lyncher, à organiser le désordre, à diviser par la corruption. On l'a vu avec le futur président français qui est aujourd'hui arrêté pour viol d'une Africaine. Il y a des signaux qui nous sont envoyés d'un autre monde. Il faut les analyser. Et je crois très important aujourd'hui de dire que le changement, ce qui vient de se passer, et l'affaire Strauss-Kahn, est un élément, c'est un élément qu'il est important d'analyser, à mon avis, et d'intégrer comme un élément de changement. C'est terminé. Un prétendant au trône en France est arrêté aux États-Unis pour avoir essayé de faire quelque chose de mal à une Africaine. Pour avoir violé une Africaine. En tout cas, voilà ce que l'Africaine prétend. Et moi, je dis, je me mets de son côté. Et je pense qu'elle a raison. Et c'est elle qui dit la vérité pour moi. C'est mon avis. Parce que je ne vois pas pourquoi cette femme, qui était dans cet hôtel depuis 3 ans et qui travaillait normalement, tout d'un coup, aurait inventé une histoire ou aurait été manipulée. C'est impossible. Il fallait qu'elle fasse partie d'un réseau dormant. C'était complètement... La théorie du complot, là, elle est tolérée. Alors que normalement, quand on remet en cause, je ne sais pas, ne serait-ce que les implosions du 11 septembre, là, c'est les complotistes, c'est les chambres à vase. Vous êtes en train d'insinuer que votre vidéo la dernière fois qui parlait de soutien à Dominique Strauss-Kahn, c'était de l'ironie? Non, c'est-à-dire que oui, c'était là, bien évidemment. En tout cas, j'ai trouvé intéressant de mettre en évidence les incohérences de la société dans laquelle je vis. Tous les politiques sont là, il faut être prudent. Mais quelle prudence il faut avoir avec un homme qui s'en prend à une... Moi, j'aurais Dominique Strauss-Kahn en face de moi, mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Il est normal, et les Africains devraient avoir tous cette même réaction. Mais imaginez que moi, je m'en prenne à une jeune Israélienne à la sortie d'un lycée, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il faut laisser la justice. Moi, je suis évidemment pour que la justice s'exprime. Je n'y crois pas plus que ça dans la justice américaine, il faut être très honnête. Je pense qu'elle est corruptible. D'ailleurs, il semblerait que les avocats de Dominique Strauss-Kahn, le brave monsieur Brofman, israélien à moitié, enfin visiblement il a fait une visite en Israël, ils ont dû récupérer des fonds pour se rendre en Afrique et essayer de corrompre un petit peu la famille de cette brave Nafissatou Diallo. On verra la fin de cette histoire. Dominique Strauss-Kahn avait été lui-même enquêté dans plusieurs affaires similaires. Vous savez, je pense que les Africains, en tout cas, doivent soutenir cette personne. Il faut qu'elle ne craque pas. Parce qu'évidemment, avec l'argent, et les Africains qui nous écoutent le savent bien, en Afrique, on peut faire beaucoup de choses. Et je crains qu'avec quelques millions de dollars, les proches, sa famille même, ne se retournent contre elle. Ça ressemblerait bien à l'Afrique que je connais pas. Mais bon, sait-on jamais, il y a toujours parfois comme ça des réactions et des gens qui sont animés d'une mission et d'une beaucoup plus divine que terrestre et matérialiste, quoi. Et si on revenait un petit peu sur le film, Dido,
Avez-vous consulté au sujet de ce film qui parle bien sûr du Code noir, avez-vous consulté des historiens, avez-vous consulté des personnes qui ont déjà travaillé sur ce type de choses, notamment par exemple Christiane Taubira et bien d'autres historiennes. Elle n'est pas historienne, non. Mais bon voilà. Non, mais je connais très bien les gens avec qui elle a travaillé. J'ai travaillé sur un premier scénario avec un historien qui s'était spécialisé sur cette question-là du Code noir. J'ai appris à le connaître, j'ai appris à connaître les historiens français. Et je dois dire qu'aujourd'hui, et lui inclus évidemment, ils ont toujours cette relation de dominant à dominé. Et je préfère écrire une histoire qui, moi, s'appuie sur des connaissances de sages africains, arabes, parce que nous sommes un peuple commun. L'Égypte ancienne, c'est l'Afrique. Et je crois que nous ne devons pas écouter les historiens occidentaux. Ce sont tous des manipulateurs. C'est l'histoire, l'histoire elle appartient au vainqueur. Le vaincu n'écrit pas l'histoire. Or, il faut que nous nous réapproprions cette histoire. Donc quand on dit j'ai travaillé avec des historiens, j'ai travaillé avec les meilleurs historiens, et non pas les imposteurs occidentaux qui nous ont parlé jusqu'à présent du sujet africain. Tous ceux qui sont intervenus dans l'écriture de ce scénario sont des gens sincères. Il y a des historiens, mais qui n'en font pas état, qui sont assez ouverts pour observer la situation, comprendre que réécrire l'histoire 300, 400 ans après, enfin là en l'occurrence 200-300 ans après, c'est effectivement se mettre dans une situation de risque. Donc je crois que nous nous sommes intéressés à l'espèce humaine et à la psychologie de l'homme africain, de l'homme noir déporté. Et c'est le point de vue qui va éclairer cette histoire. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez à la sortie, par exemple, de ce film? Alors, qu'est-ce que j'attends à la sortie? Oui, à la projection de ce film, c'est-à-dire que... Non, je pense qu'il faut que ça soit un film divertissant pour toutes les générations, un film où chacun peut trouver de tous les âges, en tout cas, puisse y trouver un intérêt. Donc, un film relativement d'action, mais en même temps historique, et puis surtout qui raconte la situation. Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait un film, parce que bon, depuis que j'en parle, évidemment, les productions françaises plus classiques, je ne citerai pas le nom, mais s'intéressent un peu au sujet, ils essayent. Et regardez, le premier film grand public sur la traite négrière qui va sortir est une comédie. Imaginez, et je vais d'ailleurs le faire, une comédie dans les camps de concentration. Je serai le premier certainement à signer une comédie musicale, personnellement. Oui, je le ferai, comme ils le font. Il faut que chacun comprenne bien que la paix appartient aux vainqueurs. Nous ne sommes pas en paix. Ils vous disent que vous êtes en paix, mais vous êtes en guerre. C'est une guerre culturelle, une guerre économique qui est menée à l'Afrique. C'est une guerre. Et aujourd'hui, je ne peux même pas dire économique et même culturelle, c'est une guerre militaire. De prédation. On bombarde ça. Donc, et là, tous les Africains qui m'écoutent, c'est qui m'entendent, et qui disent « Mais des fois, Dieu donné, tu ne parles pas beaucoup. » Nous sommes en guerre. Votre logique de carrière, votre logique de réussite ne correspond pas à ce que moi, je me suis fixé comme objectif. Mon objectif, c'est de tendre la main à des hommes comme Mahmoud Ahmadinejad, qui est un homme qui vit la révolution iranienne. Mais il essaye, dans sa communication avec les autres pays du monde, de colporter cet esprit révolutionnaire. Et j'espère que nous aurons, nous, comme ce qui se passe en ce moment à Caracas, même si ça tient sur les forces d'un homme, un militaire au départ, mais que ce grand changement s'opère aussi en Afrique. S'il y avait un dernier message à passer, Dido, que direz-vous? Non, moi, évidemment, je pense qu'il faut que chacun soit prudent dans son analyse de l'information, que chacun puisse, sur Internet, faire ses recherches, ne pas croire dans ce que l'on entend, fouiller, chercher, et puis surtout se réveiller et lutter, parce que vous êtes tous des combattants pour la dignité de l'Afrique. Donc réveillez-vous, et chacun à son niveau, si nous prenons conscience de cela, et si nous nous battons ensemble, eh bien nous verrons cette victoire qui nous est promise. Et la preuve en est, c'est qu'il y existe des gens, regardez les fiers combattants du Hamas, du Hezbollah, ils ont réussi
à repousser cette armée satanique qui venait les bombarder et tuer leurs enfants. Donc il est possible, vous voyez, lorsque l'on prend conscience et qu'on s'unit, eh bien de conquérir sa liberté et la justice. Mais vous ne pouvez pas l'attendre, la justice, avec les convois humanitaires de chez Rothschild, vous voyez, qui vont arriver et vous donner de l'argent et à manger et des vaccins, où vous ne pouvez avoir confiance en personne. Surtout pas dans ce système. Choisissez vos alliés, dites-vous où est la solution. Les alliés de l'Afrique actuelle sont les alliés de 200 ou 300 ans. Ce sont ceux qui ont organisé le commerce triangulaire et l'esclavagisme. Ce sont ceux qui ont organisé la colonisation. Que pouvez-vous attendre de ces gens-là? Réfléchissez. Tournez-vous vers les vrais révolutionnaires de la planète. Communiquez. Il faut que ces gens-là viennent en Afrique. Il faut qu'il y ait des liens. Ça se fera pas en, mais en une génération, ça peut changer. Il faut que les Africains s'organisent, oui, s'arment physiquement. Regardez ce qui s'est passé avec M. Gbagbo. Normalement, les forces d'occupation françaises auraient dû être combattues et auraient dû être chassées. Ils sont là. Ils sont chez eux. Il n'y a pas. La Côte d'Ivoire n'existe pas. C'est un département français. C'est tout. Malheureusement, c'est ça. Et comme le Cameroun, hein, là je ne voudrais pas surtout être agressif avec mes amis ivoiriens. Alors le Cameroun, n'en parlons pas. Là, nous n'avons même pas. Je ne sais même pas pourquoi nous avons un drapeau. Le drapeau français ferait aussi bien l'affaire, puisque c'est la réalité des choses. D'ailleurs, le pauvre président, parce que je le plains, plus que je ne l'accable, lui, il n'a carrément aucun charisme, le nôtre de président. Il a claqué dans les doigts, l'autre, il fait... C'est une honte. C'est assez humiliant pour les Camerounais du monde. Mais il est l'homme de la transition, avant la Révolution. Moi, je ne m'en prends pas, parce qu'il est trop facile de s'en prendre au chef d'État africain. C'est trop simple. Non, c'est la mentalité qui doit changer. C'est aux Africains de changer. Nous avons les responsables politiques que nous méritons. Et quand je vois mes frères, moi, camerounais, ma famille, nous méritons Paul Biya. Nous méritons parce que nous ne sommes pas des combattants, nous sommes lâches. Et nous gérons nos petits intérêts comme ça. Et donc nous méritons cela. À partir du moment où le réveil va s'organiser, et je pense pouvoir participer à cela simplement, moi, parce que j'ai rencontré les révolutionnaires. Il faut pouvoir les rencontrer. Et regardez bien comment la France organise le boycott. C'est-à-dire qu'on vous dit, non, n'allez pas parler avec Ahmadinejad. Mais pourquoi? Ahmadinejad roule en 504. Tous les Africains voient de quoi je parle. C'est pas un homme qui a fait du pouvoir un exercice d'enrichissement personnel. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il est habité par autre chose, c'est l'esprit révolutionnaire, celui qui habitait Sankara, celui qui habitait Lumumba. Eh bien, il existe sur cette planète des gens. Celui qui habitait Gbagbo. Sûrement. Gbagbo, je pense, s'est cru plus malin. Il aurait dû tisser des liens avec ces pays-là. Il ne l'a pas fait. Il était prisonnier dans un système. Il a été trahi par les siens. Et c'est un homme très intelligent, Gbagbo. Un homme extrêmement intelligent. Pour en être arrivé là, c'est qu'il a vu qu'il n'y a pas de règles. On ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier avec le diable. C'est impossible. Il a été trahi. Il a été trahi parce qu'il a fait confiance. Mahmoud Ahmadinejad, lui, ne sera pas trahi par la France. Ça, c'est sûr et certain. Dieudonné Mbala, je vous remercie. Merci à vous.